premier discours que j'ai fait à mes équipes quand je suis arrivée, c'est de dire en fait vous êtes des gens extraordinaires, vous avez fait des choses de malades pendant la période Covid. Je pense que vous-même, vous ne pensiez pas que vous seriez capable de faire des choses aussi extraordinaires. Ouais. Vous avez montré que cette organisation de l'assurance maladie, elle peut faire des choses... Elle n'était pas hors du temps. Elle n'était pas hors du temps, elle n'était pas lente, elle n'était pas à côté de la plaque. Je veux dire, elle a réussi à prendre des décisions en quelques jours. Ouais. Alors grâce à ses deux directeurs généraux successifs, Nicolas Revel et Thomas Fatome, mais aussi les directeurs de caisse, bref, dans les équipes. Et ça, en fait, cette dynamique, ce rythme que vous avez réussi à prendre pendant le Covid, en fait, il faut qu'on arrive à surfer dessus. D'accord. Et qu'on arrive à montrer que ça, on peut le faire là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir une invitée de choix. Je reçois Marguerite Cazeneuve, la directrice déléguée de l'assurance maladie, donc à l'accès aux soins, à l'organisation des soins, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors, dans le public, on a toujours des titres un peu compliqués, mais voilà, directrice déléguée de l'assurance maladie, c'est la version courte. Super. Bonjour Marguerite. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir parce que on va parler du service public, on va parler de la Sécu. La Sécu qui apporte en fait une santé gratuite à 66 millions de Français, c'est pas rien. Donc je suis hyper contente de pouvoir plonger dans ces sujets avec quelqu'un qui est vraiment dedans. On va parler simplement. On va essayer de tout comprendre sur les coulisses de la Sécu, sur peut-être un peu d'organisation, de la vision et peut-être aussi qu'on sera même, rassurés sur ce qui se passe. Et puis, après, moi, je suis personnellement hyper curieuse de comprendre la vie d'une femme qui a ses responsabilités, une femme jeune et qui, en plus, je pense, a fait un choix de carrière que je trouve assez moderne, assez inspirant aujourd'hui, peut-être même à contre-courant. Mais du coup, j'ai envie de comprendre tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton invitation. Et c'est chouette de s'intéresser au public et puis au parcours dans le public. Je pense que c'est extrêmement important dans la compréhension de notre pays, du système de santé, etc., de comprendre cette partie-là aussi qui est souvent un peu plus obscure pour les gens, pour les acteurs du privé, se dire finalement c'est quoi l'État, la Sécu. Et donc merci de pouvoir me donner la parole aujourd'hui sur ce sujet. Avec plaisir. Je dis aussi bienvenue à des auditeurs qui connaissent peut-être pas Pharma Minds, le podcast des dirigeants engagés en pharma et en santé. Et voilà, ceux qui ont l'habitude d'écouter, je pense, seront vraiment ravis, comme tu dis, de comprendre, d'en savoir plus. Bon, allez, on va pas traîner, on va sauter dans le vif du sujet. J'ai envie de commencer par un sujet qui est un peu brûlant. On est début 2025. On est dans une situation politique un peu spéciale, c'est-à-dire que c'est un plan de financement de la sécurité sociale qui n'a pas été voté. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Comment tu te sens ? Alors, je pense qu'il faut que chacun réalise qu'on traverse une crise inédite dans la Ve République. La Ve République, elle a traversé beaucoup de crises, mais c'est vrai que ça, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on démarre une année sans budget. Et pour ce qui me concerne, sans projet de loi de financement, sans loi de financement de la sécurité sociale, et par conséquent sans ce qu'on appelle ONDAM, Objectif National d'Assurance Maladie, c'est-à-dire que l'assurance maladie, elle démarre son exercice en 2025 sans objectif sur ses dépenses. Ce qui implique plein de choses, mais qui est évidemment pas une très bonne nouvelle, en tout cas pour le pilotage des dépenses d'assurance maladie et le pilotage de notre déficit qui est déjà très très lourd. Donc c'est clair qu'on est dans une période d'instabilité politique, même si maintenant il y a un gouvernement qui a été nommé. C'est une période d'instabilité politique qui a forcément des conséquences sur les politiques publiques qui sont conduites, mais c'est aussi un message que je voulais faire passer ce matin. C'est là où on voit aussi l'importance de l'État et des services publics et de grandes institutions comme la sécurité sociale. La sécurité sociale,
Et j'y suis pour rien, mais c'est sans doute la plus belle institution française. C'est l'institution à laquelle les Français sont le plus attachés. Elle a été créée en 1945. Elle a tenu. Elle propose aujourd'hui un modèle social qui est unique au monde. Et cette institution-là, en fait, elle continue de marcher. J'allais dire, quels que soient les vents un peu contraires qui peuvent venir la percuter. Et donc, c'est aussi un message voilà, de confiance que je veux faire passer ce matin, à savoir que voilà, on Tout est en fonctionne 2025, quand même, ouais. tout fonctionne quand même, les gens sont remboursés, ils peuvent aller chez le Dans les mêmes délais, médecin, dans les mêmes délais, ils peuvent aller à l'hôpital, etc. Donc en fait, le système de santé, le système de protection sociale qui l'accompagne, tout ça fonctionne, tout ça va continuer à fonctionner. Et puis il y a plein de choses par ailleurs que l'assurance maladie, comme dans les autres parties de la Sécu, peuvent entreprendre sans, voilà, de manière Donc est-ce que ça bloque autonome. Ça bloque en gros les nouveautés, les innovations, De manière très concrète, on ne peut pas engager de dépenses nouvelles. Par exemple, si on veut l'assurance maladie, un de ses rôles, c'est de fixer les tarifs des professionnels de santé libéraux, de négocier avec les professionnels de santé libéraux pour fixer leurs tarifs et d'une certaine manière les missions qui vont avec. Et ça, nous, on ne peut pas engager de nouvelles dépenses ou de nouvelles négociations sans un go du politique. Donc ça, mais maintenant on a une ministre et un ministre chargés de la santé, donc ça va dépendre d'eux. Sans projet de loi de financement de la sécurité sociale, on n'a pas d'objectif national d'assurance maladie, ce qui veut dire qu'on ne sait pas combien d'économies. En fait, l'assurance maladie, un de ses objectifs, un de ses rôles, c'est de tenir l'objectif qui a été fixé par le Parlement. Le Parlement, il nous fixe un objectif de dépenses, et nous, après assurance maladie, on doit s'arranger d'une certaine manière pour respecter cet objectif. Alors, il n'a pas été beaucoup respecté ces dernières années, notamment à cause du Covid, mais c'est quand même un objectif qui est très important. C'est à partir de celui-ci que les tarifs des établissements de santé sont fixés, etc. Et donc, pour l'assurance maladie, c'est quand même une boussole. Et donc là, sans cette boussole, on est quand même responsable. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser n'importe comment. Vous faites la même chose que l'année dernière. Donc, on continue à travailler notamment sur la pertinence des soins, la qualité des soins, etc. Tout ce qui fait qu'on va lutter contre le gaspillage, l'argent dépensé inutilement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'objectif fixé par le Parlement. Ok, donc ton message, c'est de dire, ok, c'est pas une situation facile, mais ça fonctionne quand même. Voilà. C'est pas une situation facile. Je pense qu'il faut quand même que les gens se rendent très bien compte, mais c'est vraiment un moment. C'est mieux de le redire, ouais. C'est mieux de le redire. C'est vraiment un moment inédit. Mais voilà, c'est aussi dans ces périodes-là que il faut se dire qu'on a la chance d'avoir des institutions publiques, l'État qui assure sa propre continuité, et des institutions publiques comme la sécurité sociale qui ont traversé plusieurs crises, qui ont le dos rond et voilà, qui sont en mesure de poursuivre leur mission. Ouais, sur la durée, ça tient pas, quoi. C'est pas possible de ne pas sur la durée, ça tient pas. On a besoin du politique, on a besoin d'une direction, on a besoin d'orientation, on a besoin de savoir quand, combien dépenser. Donc voilà, on peut tenir quelques mois, mais voilà. D'accord. Donc, tu vas m'expliquer comment on gère un gros budget comme une entreprise ? Alors, c'est beaucoup... Enfin, voilà, moi, je suis passée par le privé avant, on y reviendra après peut-être, mais ça, c'est un message très important aussi que j'essaie de faire passer souvent quand je fais des interventions auprès de start-upers ou auprès d'acteurs du privé. C'est que, en fait, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences, et que c'est beaucoup plus compliqué de gérer un service public et de gérer l'État que de servir, j'allais dire, dans une entreprise privée. Pourquoi ? Parce que dans une entreprise privée, l'entreprise privée, elle a quand même un objectif assez simple qui est de dégager de la rentabilité pour vivre. Et l'État, en fait, il est confronté, lui, à plein d'objectifs et qui sont d'égale importance et qui, par ailleurs, sont souvent antagonistes les uns avec les autres. Et donc, il y a une très, très grande... Enfin, c'est pas du tout pour dire que le privé... du coup, par exemple, l'État, il doit à la fois dépenser moins, parce que chaque année, on lui dit qu'il faut qu'il baisse son train de vie, les dépenses, etc. Et en même temps, on lui dit c'est hyper prioritaire de réinvestir dans l'hôpital public. Donc, on lui dit, pour ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, on dit attention, on a des prix
prix du médicament qui sont trop élevés, qui entraînent trop de dépenses pour l'assurance maladie. Et en même temps, on voit bien qu'on a un impératif aussi de souveraineté et donc de faire en sorte que le pays soit attractif pour l'industrie pharmaceutique. Et donc tout ça, en fait, ce sont des objectifs qui sont en fait contradictoires entre eux. Et donc c'est pas du tout pour dire que c'est facile d'être dans le privé, mais pour dire que quand vous travaillez au sein de l'État, quand vous travaillez pour le service public, en réalité, vous n'avez pas un objectif, vous avez des centaines d'objectifs qui sont pas toujours faciles à prioriser les uns avec les autres, et donc il faut arriver à concilier, ce qui peut donner de l'extérieur le sentiment que en fait c'est flou, qu'il n'y a pas de cap, etc. Mais en fait, c'est aussi une des facultés du public, c'est d'arriver à piloter à vue. On l'a vu pendant le Covid, et en fait, le pilotage à vue, c'est une des qualités, j'allais dire, du service public. C'est-à-dire que même en fait, quand on n'a pas d'orientation politique, même quand il se passe une catastrophe, même quand en fait, on sait quand même avancer, même par petits pas. Parce que les reins solides, c'est ça? Parce que parce que les reins solides, l'organisation en place. C'est une forme de résilience de cette organisation dont le sens profond est de tenir, de tenir pour les gens. Le service public, c'est de garantir aux citoyens qu'ils ont un égal accès, en l'occurrence, à la santé. Et ça, cette mission-là, j'allais dire, quel que soit le temps, quelle que soit la tempête, le soleil, le machin, etc. En fait, cette mission-là, on doit la maintenir quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très ancré, j'allais dire, dans la culture, alors pour la culture d'entreprise de l'assurance maladie, mais de la culture, évidemment, de tous les agents publics qui travaillent dans les ministères, dans les agences, sur le terrain. D'accord. Voilà. Bon, très bien, on va reparler un peu plus tard de ça, de ces liens public-privé, de voir si on est fait pour s'entendre ou pas. Écoute, pour entrer dans cet échange, là c'était une petite intro un peu longue, mais c'était une petite intro, j'aimerais parler de toi. Comment t'es arrivé à la Sécu? Est-ce que c'était un hasard, une opportunité? Alors moi, j'avais toujours voulu bosser dans le public, mais c'est vrai que j'ai fait une école de commerce. Ce qui n'était pas le premier pas pour aller bosser dans le public. Ce qui n'était pas le premier pas, mais c'est vrai qu'en sortant du lycée, j'ai fait prépa, école de commerce, parce que je voulais continuer à faire des maths, donc c'était le truc c'était un peu le non-choix, quoi. Donc j'ai fait une école de commerce, et ensuite il y avait la possibilité de passer les concours pour la fonction publique, mais en fait, c'est comme je connaissais pas bien l'État, je me rendais pas compte. Je connaissais pas bien cette histoire de statut dans la fonction publique, dans les fonctions publiques. Donc je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est indispensable? Et par ailleurs, j'avais fait un stage dans le conseil, donc je me suis dit, bon, je vais démarrer dans le conseil, parce que j'avais bien aimé mon stage. J'ai démarré dans le conseil, mais effectivement, une fois que je suis arrivée dans le conseil, j'ai tout de suite été assez happée par les missions publiques. Et un an et demi plus tard. Pourquoi tu avais envie de bosser dans le public? Parce que ça m'a toujours fasciné. T'aimais les maths et tu te dis, tiens, je vais bosser en public. Ouais, en tout cas, ça m'a toujours hyper intéressé, l'actualité politique, l'action publique dans son ensemble. Et donc, je me voyais pas faire du marketing pour une boîte de luxe. Ça, c'était un truc que je savais à peu près. Une histoire de sens ou comme ça? Ouais, une histoire de sens, une histoire de, je sais pas, d'attachement au pays. Moi, mes grands-parents, ils sont fonctionnaires. Enfin, bon, je pourrais pas tellement dire, mais il y avait un peu ce truc-là quand même en moi. Et donc, j'ai eu Et du coup, quand tu fais HEC et que tu dis que tu veux bosser dans le public, tu vois, ça fait pas un peu bizarre, ou il n'y a pas de réaction bizarre je sais pas, ou même chez toi Non, mais en fait, sur le coup, la question, c'était Sciences Po ou HEC. Tu voulais des maths, ok. Je voulais des maths, je voulais faire une prépa, donc c'était quand même un peu plus naturel. Et puis, une fois HEC, après, il y avait est-ce que je prépare l'ENA en dernière année Et en fait, moi, j'avais déjà fait un stage, j'avais fait 1 an de stage, j'avais envie de bosser. Je me suis dit, bon, je reporte un peu cette décision. Et honnêtement, heureusement, pour plein de raisons, parce que le conseil, ça m'a appris plein de trucs, parce que le fait d'avoir démarré dans le privé, ça m'a appris plein de choses. Et en fait, un jour, j'ai fait une mission pour la direction de la sécurité sociale. Et à l'issue de la mission, comme ça arrive souvent dans le conseil, ils m'ont débauché en me proposant de venir travailler pour la direction de la sécurité sociale. D'accord. Et donc à ce moment-là, tout le monde m'a dit, mais t'es totalement dingue de partir du conseil pour aller bosser dans un petit bureau sombre du ministère de la Santé. Mais c'était effectivement la bonne décision de ma vie. Et c'était quoi, du coup, toi, tu voyais pas le bureau sombre, quoi?
Bah, je le voyais et en même temps, je me disais, c'est l'occasion ou jamais, parce qu'en fait, j'ai un peu raté, comme tu le disais. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais fait ces choix-là, mais avec toujours un peu cette. Je dis pas que c'est raté, je dis c'est comprendre. Ouais, non, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je me disais, c'est vrai que j'avais passé quelques occasions de m'orienter directement vers le public. Et là, je me suis dit, en fait, c'est peut-être maintenant ou jamais, parce qu'en fait, si je bifurque pas maintenant, ça va être plus compliqué plus tard. Et puis, j'avais aussi fait une mission pour la Sécu qui m'avait hyper intéressée. J'avais rencontré des gens tellement brillants. Enfin, voilà, il y avait quand même quelque chose de solaire dans ce ministère de la Santé que j'avais pas mal visité pendant 3 mois. Et donc, je me suis dit, voilà, j'y vais, je tente l'expérience. Je leur dis oui, ok. Et donc, je suis partie au ministère de la Santé. Et donc, j'ai travaillé 1 an pour le ministère de la Santé. Parce qu'il y a quand même un truc tu peux pas associer directement public-privé. Alors, privé-public. Alors, quand tu viens du privé, en fait, le chemin du privé vers le public, il se pratique très rarement. Hein. C'est très rare que des gens qui bossent dans le privé se disent tiens, je vais aller être moins payé dans le public, avec plus de contraintes. Donc là, il n'y a pas de barrière. Donc là, il n'y a pas de barrière. Sauf qu'effectivement, il y a quand même un cadre évidemment déontologique qui fait que il faut pas. On ne doit pas traiter avec les personnes avec qui, dans l'entreprise pour laquelle on travaille, ça c'est une évidence. Mais dans ce sens-là, d'une certaine manière, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, ce qui est normal, et ce qui est aujourd'hui beaucoup plus encadré que ça ne l'était précédemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand vous allez travailler dans le public et que vous retournez dans le privé. Là, c'est plus compliqué parce que on considère que en fait, vous êtes, il y a plein de zones, il y a plein de risques de conflits d'intérêts possibles. Et donc, ce qui fait aussi, par rapport à ton interrogation sur le public-privé, que ça devient plus difficile aussi de faire des allers-retours. Il y a des pays où ça se fait hyper facilement. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'allers-retours. En France, pour ces raisons de déontologie qui sont tout à fait légitimes, mais c'est assez compliqué. Et donc, en fait, les gens, ils font une carrière soit dans le public, soit dans le privé. Ce qui fait que c'est 2 mondes qui ont un peu du mal à se parler parce qu'ils ont assez peu de culture commune. Ouais. Bon, du coup, tu rentres là-dedans, tu commences. Je commence. Qu'est-ce que tu vois ? Alors au début, ça fait un peu peur. Hein. C'est sûr que quand on passe d'un cabinet de conseil où tout le monde parle anglais sur les Champs-Élysées, etc. Et là, on arrive dans un tout petit bureau en contreplaqué. On se dit bon, où est-ce que j'ai atterri avec par ailleurs plein de règles parce que l'administration c'est un monde en soi, quoi. C'est vrai que les 12 travaux d'Astérix, il y a le truc où tu arrives avec le bureau 747 qui traduit un peu la vision que les gens peuvent avoir de la bureaucratie ou du parcours administratif de dingue. C'est vrai que quand on rentre pour la première fois dans un ministère pour y travailler, on se dit mais c'est une maison de fous, quoi, parce qu'il y a des bureaux partout avec des noms complètement dingues, parce qu'il y a un vocabulaire qui est hyper long à apprendre. Et en fait, la culture de l'État, ça s'apprend, parce que en fait, la culture de l'État, moi, plus je travaille ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le service public, mais plus ça va, plus je m'intéresse à l'histoire aussi du service public, ce que ça veut dire, la Constitution, le Conseil d'État. Et en fait, c'est hyper fort et c'est tellement toute cette complexité ou cette organisation, en fait, elle a une histoire. Elle a une raison d'être. Et donc, petit à petit, on se fond on finit par s'habituer à cette culture. Et dans l'autre sens, qui est totalement génial dans le public, enfin, moi, ce qui m'a bluffé quand je suis arrivée, c'est le niveau des gens. Enfin, je veux dire, et pourtant, j'avais fait des études assez élitistes, etc. J'étais dans un grand cabinet de conseil, mais j'ai rencontré des gens quand je suis arrivée dans le public, j'avais jamais croisé des gens de ce niveau-là, des gens totalement bluffants, quoi. Et dans toute ma carrière dans le public, j'ai croisé des gens totalement stratosphériques d'un point de vue intellectuel. Ouais, dans le nombre la diversité aussi des choses qui touchent. Ouais, et puis dans leur pensée, dans leur manière de voir les choses, dans leur capacité à appréhender la complexité, parce que c'est tellement compliqué. Enfin, je veux dire, quand vous êtes directeur de cabinet du Premier ministre, vous avez le job le plus compliqué sur Terre, quoi. Et en fait, de voir ces gens travailler, c'est de gérer tous ces antagonistes, c'est ça. Ouais, il faut avoir à la fois un sens politique, un sens technique, il faut connaître le droit, il faut arriver à se plonger dans un sujet en 3 minutes, des sujets aussi différents que l'école et l'armée. Enfin, au sein du service public, il y a des gens dans la haute administration qui sont vraiment des gens extrêmement forts. Et ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est que l'ENA, qui s'appelle maintenant l'INSP,
Elle attire encore des talents parce que Polytechnique forme chaque année plein d'étudiants qui vont aller dans le service public. Et donc, on a un service public qui est quand même fort de gens très qualifiés. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi de conserver l'attractivité de la haute fonction publique, parce qu'on a besoin d'avoir des managers très compétents dans l'État. Et ensuite, il faut arriver à les garder dans l'État, parce que on voit bien que y a des vagues où les mecs partent au bout d'un moment, parce que c'est tellement dur de rester en public qu'ils finissent par se dire ce sera plus simple dans le privé, donc je laisse tomber, quoi. Ouais. Et bon, tu rentres, du coup, tu te retrousses les manches, tu te dis ok, on va essayer de faire quelque chose. Parce que, enfin, je comprends ce côté, tu vois, intellectuel c'est intéressant qu'il y ait des gens canons, et après tu vois des gens à côté qui disent ah oui, mais moi mon problème du quotidien n'est pas résolu. Ça sert à quoi d'être aussi intelligent pour pas le résoudre, quoi. En gros, je caricature, mais non, mais c'est une très bonne question, et c'est là où je pense qu'on a vraiment, nous, une mission côté service public. Et moi, c'est vraiment un des trucs qui m'habite, c'est de montrer aux gens que en réalité, le service public, c'est tous les jours, et c'est hyper bien. Je veux dire, il y a aucun pays au monde où vous pouvez être remboursé quand vous allez à la pharmacie de manière immédiate. vous payez rien surtout. Sans avance de frais. Enfin, je veux dire, le service public, il est au quotidien dans tout ce que vous faites, l'école, la justice, les routes, les pistes cyclables. Enfin, et c'est vrai que l'État et le public en général, on ne sait pas très bien valoriser ce qu'on fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment... un truc sur lequel il faut qu'on arrive à progresser. Mais par ailleurs, moi, pour revenir à ta première question, je suis arrivée sur un poste hyper technique. Et donc, moi, j'ai fait une première partie de ma carrière sur des sujets qui sont vraiment des sujets de back-office. Parce que moi, je m'occupais des finances de la sécurité sociale. Donc, c'est un sujet hyper technique. C'est, grosso modo, comment tu alloues les cotisations, comment tu les répartis. Donc, la sécurité sociale, c'est un budget qui est totalement dingue. Et avec des recettes très compliquées dans tous les sens, etc. Donc moi, je me suis beaucoup occupée de la partie arrière-boutique, comment on branche les tuyaux, etc. Je voyais votre DAF qui écrivait que c'était des budgets, des montants qui sont l'équivalent d'une boîte comme Total ou LVMH, en fait. Ouais, l'assurance maladie, l'objectif national d'assurance maladie, donc les dépenses d'assurance maladie, c'est 260 milliards d'euros. Enfin, c'est un truc... c'est considérable. Et en fait, derrière, il y a tout un secteur, enfin, plusieurs secteurs qui dépendent évidemment de cet argent public. Mais donc, c'est un budget de malade. Et donc moi, j'ai beaucoup fait ça des finances publiques. Et ensuite, après, quand je suis arrivée à Matignon, j'ai progressivement élargi mon périmètre de compétences. Et donc, j'ai pris la protection sociale, notamment. Je me suis occupée de la réforme des retraites, qui n'a pas abouti, qui était la réforme des retraites pour un système universel de retraite sur laquelle j'ai pas mal planché. Je me suis occupée du handicap et de la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement en 2018. Je me suis occupée des sujets famille, avec notamment une réforme que j'aime beaucoup, qui est une réforme pour le coup hyper concrète sur la pension alimentaire, et le fait que la pension alimentaire, elle est directement versée par la CAF, et que c'est plus à la mère d'aller taper à la porte du père chaque mois pour obtenir sa pension. En fait, c'est l'assurance, c'est la CAF qui verse la pension alimentaire tous les mois. Et ensuite, si la CAF n'arrive pas à recouvrer, c'est elle qui se retourne vers le Donc il y a beaucoup de combats. Parent. Donc ça, c'est quand même une réforme qui a énormément impacté la vie des gens au quotidien, et dont je suis assez fière, alors que j'ai pas du tout été la seule à porter, mais on a porté notamment avec deux copines qui étaient en cabinet à l'époque avec moi, Constance Bensoussan et Florence Lermite, qui s'occupaient l'une des sujets pauvreté et l'autre de la justice. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, et donc là, j'ai pris tous les sujets sociaux, dont le sujet santé. Donc, j'ai fait beaucoup de Covid. Et à la suite de ça, je suis partie de la sphère politique après 5 ans de cabinet ministériel. Et en 2020, je suis paumée sur les dates. En 2022, je rejoins l'assurance maladie. D'accord. Voilà. 3-4 ans. Exactement. Voilà. Et là, c'est le début de ton action. Tu vois des choses déjà que tu arrives à mettre en place.
Ouais, Qu'est-ce que tu vois? l'assurance maladie, déjà, c'est une très, très belle maison. C'est pareil, hein, c'est une des institutions, publiques, pour le coup, qui a la cote chez les Français. C'est une très belle marque et par ailleurs, l'assurance maladie, moi, j'arrive à l'assurance maladie après une période qui a été assez particulière pour l'assurance maladie parce que En c post-Covid? c'est une organisation, post-Covid Ouais. qui s'est démenée pendant la crise Ouais, Covid. j'ai entendu, enfin, du Ouais, coup, en préparant cet entretien, j'ai ouais, aussi demandé ce que les gens pensent de la Sécu. Et justement, il y a cette période de Covid qui est beaucoup sortie, hein, avec voilà, des apps, enfin, tout hyper bien ouais, fait. Et en se disant, ça tenait la route. Ça a tenu la exactement. route. Voilà, c'est ce Et qu'on en m'a dit. fait, exactement. Et la santé à ce moment-là et l'administration de la santé et l'assurance maladie en particulier, c'est que des gens qui ont fait preuve d'une imagination de fou, quoi. Moi, je suis arrivée, dans mes équipes, il y avait des gens qui avaient créé des applications de contact tracing, et cetera. Tout avait été, enfin, je veux dire, on s'en souvient plus parce que, alors que Ouais, c'était il y a pas très ouais, longtemps, mais toute la stratégie, tester, alerter, protéger, comment tester les gens, comment ensuite aller récupérer, les prévenir, aller chercher leurs contacts, appeler leurs contacts, les mettre, enfin, ouais, leur dire qu'il fallait s'isoler, ouais. toute la stratégie de vaccination, comment est-ce Bon, que... bah là, il y a eu un super exemple de quelque chose qui a été mis en place hyper Ouais, rapidement. Euh, et ok, certainement avec un gros investissement qui a été envoyé tout de suite. Mais du coup, on se dit, bon, bah, s'ils sont capables de le faire là, ils sont capables de le faire sur d'autres trucs. exactement. Mais moi, je suis arrivée exactement avec cette mission-là, qui est de dire, en fait, quand je suis arrivée, le premier discours que j'ai fait à mes équipes quand je suis arrivée, c'est de dire, en fait, vous êtes des gens extraordinaires, vous avez fait des choses de malades pendant la période Covid. Je pense que vous-même, vous ne vous pensiez pas que vous seriez capable de faire des choses aussi extraordinaires. Ouais. Vous avez montré que cette organisation de l'assurance maladie, elle peut faire des choses. Elle n'était pas hors du temps. Elle n'était pas hors du temps, elle n'était pas lente, elle n'était pas à côté de la plaque. Je veux dire, elle a réussi à prendre des décisions en quelques jours. Ouais. Alors, grâce à ses deux directeurs généraux successifs, Nicolas Revel et Thomas Fatome, mais aussi les directeurs de caisse, enfin, bref, dans les équipes. Et ça, en fait, cette dynamique, ce rythme que vous avez réussi à prendre pendant le Covid, en fait, il faut qu'on arrive à surfer dessus D'accord. et qu'on arrive à montrer que ça, on peut le faire. Alors, on peut pas tout le temps bosser comme si on était en crise, parce que les gens, Ouais. évidemment, s'épuisent. Mais quand même, comment est-ce qu'on peut à la fois s'appuyer sur cette dynamique pour répliquer des méthodes agiles que vous avez utilisées pendant la crise et les mettre Ouais. un peu en rythme de croisière. Et puis aussi vous faire confiance, quoi. Vous faire confiance sur votre capacité à avoir des idées, etc. Parce que c'est vrai qu'un des problèmes dans l'État, c'est qu'il y a un côté, comme c'est très gros, très hiérarchique, en fait, vous avez des idées, mais en fait, vous n'êtes pas trop Voilà, c'est habitué ça, à proposer des de trucs. les pousser. Ok, tu veux dire que ça bloque au niveau des gens qui veulent pas pousser, ou ça bloque au niveau des gens qui, pour valider, où il faut 12 000 personnes qui valident? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que, en fait, mais par ailleurs, c'est pas de la faute de l'État, mais comme quand vous prenez une décision, après, vous êtes comptable de cette décision, et donc le politique, voilà, quand vous êtes un petit agent public, faut pas que vous fassiez de conneries, quoi. Parce que si vous faites une connerie, en fait, et donc il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous à qui vous devez demander la permission. Et donc ça fait partie de la culture managériale à laquelle, avec Thomas Fatome, qui est le directeur général de la CNAM, on a essayé de beaucoup travailler, c'est d'aplanir tout ça et de dire, Ok. en fait, maintenant, les organisations, l'intelligence collective, ça existe. Les organisations beaucoup plus horizontales, ça existe. Et donc, en fait, vous êtes tous légitimes pour participer à la réflexion collective. On a des défis énormes devant nous. Et donc, on va avoir besoin de tout le monde. Et donc, on va essayer de casser un peu cette Ouais. structure. Tu veux nous parler peut-être, je pense à la digitalisation, il y a des choses du coup que vous avez Ouais. bien faites. Du coup, les gens se disent, ah ben ils savent faire, du coup, c'est quoi les prochains... En fait, vous avez envie de faire quoi en digitalisation, et jusqu'où ça peut aller aussi, la sécu là-dessus? Alors, tout ce qui est partie numérique, il y a un peu deux champs. Il y a ce que nous, on produit en numérique. Donc, ce que nous, on produit en numérique, il y a Amélie.fr, qui est hyper connu par les Français. Il y a Mon Espace Santé, qui est Ouais. un peu notre super bébé. Ouais. Et honnêtement, il faut que tout le monde aille, Petit rappel. aille sur Mon Espace Santé et l'active, parce que c'est un produit Allez créer votre compte. totalement génial. Il y a l'ordonnance numérique qui est en train d'arriver. Ouais. Il y a l'application Carte Vitale qu'on a lancée. Il y a tout ce qu'on fait aussi pour les pros de santé. Donc Amélie Pro, avec plein de nouveaux téléservices. Donc on a une offre digitale extrêmement importante. On a quelques applis aussi en propre, Tabac Info Service, etc. Tout ça, là, tout ce dont tu parles, je me dis, ok, dans 5 ans, ça sera sorti?
Tout ça, c'est Maintenant, sorti. ça, c'est sorti. Tout ça, c'est en l'ordonnance, cours de... c'est en cours de ramp-up, ouais. Exactement, en cours de Ok. généralisation. Et donc l'objectif, c'est que voilà, on atteigne le plus vite possible une utilisation à 100% par 100% des D'accord. gens, 100% des professionnels. D'accord. Alors après, il reste toujours une petite frange d'irrésistibles qui veulent pas. Voilà, au moment où la carte vitale a été lancée, il y a toujours des médecins aujourd'hui qui n'utilisent pas la carte vitale. Bon, maintenant ils sont hyper minoritaires, mais c'est quand même des très gros changements dans la pratique. Le fait de passer au numérique de manière massive, donc il faut quand même accompagner les changements, mais ça, ce virage, il est vraiment hyper bien engagé. Ouais. Et après, et ça, c'est un autre défi, et ça, c'est un département que j'ai créé, moi, quand je suis arrivée, qui est le département de l'innovation numérique, qui est de se dire, en fait, c'est bien que nous, on fasse des choses en matière numérique, mais en fait, on a un écosystème autour de nous qui fait du numérique. On a des milliers et des milliers d'applications, des milliers de boîtes de start-up qui proposent des services numériques. Et en fait, c'est quoi notre rôle en tant qu'assurance maladie et en tant qu'institution publique par rapport à ces applications numériques qui ne sont pas des médicaments, qui ne sont pas exactement des médecins, qui sont autre chose. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les évaluer, les pousser, faire en sorte qu'elles soient pertinentes dans l'offre de soins. Donc, ça, c'est un sujet hyper intéressant, mais pour le coup, qui démarre. Ouais, qui est un grand chantier. Qui est un très gros chantier sur lequel on bosse avec l'autorité de santé, etc. Ok, donc ça, tu dis quoi? Ça serait bien que ça aille le plus vite possible aussi Ouais, enfin, on a déjà démarré, parce qu'en fait, on a des applications qu'on a labellisées sur Mon Espace Santé. Donc, on a une 30aine d'applications pour lesquelles on a dit, en fait, ça, on a vérifié tous les critères de sécurité. Et donc, vous pouvez y aller en confiance parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec vos données de santé. Et moi, mon ambition là, c'est qu'on puisse aller un cran plus loin, j'espère en 2025, sinon en 2026, sur une vraie labellisation d'applications de santé, pas uniquement sur la partie, entre guillemets, sécurité de la donnée, etc., mais aussi sur la partie médicale, sur la partie éthique, pour dire, en fait, cette application, c'est une bonne application. C'est une bonne application sur le fond. Et donc... il y en a certaines, mais très très peu, qui ont vocation à être remboursées par la Sécu quand elles sont des thérapies, quand elles sont reconnues par la Haute Autorité de Santé comme étant des thérapies à part entière. Mais en fait, l'essentiel des applications, qui sont des applications, par exemple, qui accompagnent, j'en sais rien, moi, les femmes qui ont un cancer pour les aider dans leur quotidien, sur la nutrition, etc. Toutes ces applications-là, elles n'ont pas vocation à être remboursées. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les évaluer et pouvoir dire aux patients, en fait, ça, c'est super. Et donc, c'est une labellisation qui est aussi médicale, et donc à laquelle je voudrais qu'on arrive. Et je voudrais faire aussi la même chose sur les applications à destination des professionnels de santé, parce qu'en fait, il existe plein d'applications pour les professionnels de santé, qui ont été créées par des professionnels de santé, etc. Mais en fait, il n'y a personne qui allait vérifier que la recommandation du docteur X, en fait, c'était la bonne recommandation. Et donc, il y a aussi un besoin pour les professionnels de santé de leur permettre d'identifier quels sont les bons outils qui ont été tamponnés par les sociétés savantes et dont ils peuvent se servir conseiller à des patients à utiliser eux-mêmes. Exactement. Ok. Est-ce que y a un autre grand domaine qui est un petit peu lié, enfin quand on parle d'application, il y a l'histoire de la prévention. C'est aussi un grand chantier. On se dit, on voit, enfin là, il y a l'audience, les gens qui écoutent sont au fait en fait de ce qui se passe dans la santé. C'est quoi les priorités vraiment d'investissement, d'action? La prévention. Comment tu vois les choses? La prévention, c'est vraiment l'alpha, l'oméga de la santé. Je pense que maintenant tout le monde en est convaincu. Si on n'arrive pas à dire ce qu'on appelle, à faire le virage préventif, de toute façon, c'est fini. C'est fini. Je veux dire, compte tenu de l'explosion des maladies, des pathologies chroniques, on va dans le mur, à la fois notre système de santé pour sa soutenabilité, enfin, même l'offre de soins, je veux dire, on n'y arrivera pas. Donc, de toute façon, c'est un impératif. C'est même pas la peine d'essayer. Voilà. C'est la condition de la soutenabilité de notre système de santé. Et par ailleurs, en fait, si les gens veulent vivre en bonne santé, avoir une espérance de vie en bonne santé qui continue d'en augmenter, c'est la top priorité. Quand on parle prévention, il y a plein de types de prévention différentes. Et donc, la prévention, entre guillemets, la plus importante, c'est les habitudes de vie et les facteurs de risque. Le tabac, et l'alcool. Primaire, donc la prévention primaire, exactement. L'alimentation, la lutte contre la sédentarité, donc l'activité physique, et puis d'autres choses qui interviennent, le sommeil, l'exposition à des polluants, etc. On sait que 40% des cancers sont évitables uniquement sur les habitudes et les facteurs de risque. Donc ça, c'est
absolument. Donc c'est du long terme, c'est des choses qui Donc ça, peuvent parler qu'à l'État. Ça, c'est du long terme, mais par ailleurs, c'est très interministériel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement le rôle de l'assurance maladie. D'accord. Quand on a aujourd'hui, il y a eu pas mal de discussions au moment du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la taxe sucre, je ne sais pas si tu en as entendu parler, et un sénateur qui a sorti ce chiffre totalement hallucinant, qui disait en fait un enfant de 8 ans aujourd'hui, il a ingurgité dans sa vie plus de sucre que son grand-père dans toute sa vie. Et donc, on a une industrie agroalimentaire qui fait qu'on a des produits ultra transformés où il y a du sucre partout, partout, partout. Et par rapport aux États-Unis, en France, on est extrêmement vertueux. Les États-Unis sont partis, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc, nous, heureusement, on a quand même une culture autour de l'alimentation et de la nutrition qui est beaucoup plus forte. On a beaucoup moins d'obésité que dans la plupart des autres pays, mais elle augmente. C'est la France qui a inventé le Nutri-Score. Ça, on le sait pas assez, mais c'est la France qui a inventé le Nutri-Score. Et donc, mais ça, le Nutri-Score, c'est pas l'assurance maladie qui peut le porter. Le Nutri-Score, c'est un sujet européen, c'est un sujet industriel, c'est un sujet économique. C'est comment est-ce qu'on arrive à pousser tout un secteur à faire en sorte d'avoir des produits qui soient moins transformés, qui contiennent moins de sel, moins de sucre, etc. Et donc, on voit bien que sur toutes ces politiques publiques-là, le tabac, c'est pas bien de fumer, l'assurance maladie, elle le fait. Mais entre nous, moi qui étais fumeuse pendant très longtemps, c'est pas ça à la fin qui est déterminant. On sait que la fiscalité sur le tabac, c'est un facteur déterminant, mais donc ça, c'est pas que la santé, c'est aussi Bercy. Enfin, et donc c'est ce qu'on appelle One Health, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que tout le monde soit en bonne santé, en fait, ça dépend aussi de l'agriculture, de l'habitation, du logement, etc. Donc, alors, soit on se dit, ok, on attend que tout le monde se mette d'accord, soit il y a l'autre truc de se dire, en fait, si tu fais pas ça, je te rembourse pas parce que t'es tombé malade. Ouais, alors ça, nous, là-dessus, l'assurance maladie, ça, on n'ira jamais. Donc on peut continuer à fumer tranquillement, disons. Ouais, parce que on n'ira jamais. En fait, la seule chose sur laquelle on s'est posé la question et finalement on a reculé, c'est sur la santé bucco-dentaire, parce qu'au Danemark, on est hyper mauvais en santé bucco-dentaire. Ouais, j'ai vu des campagnes. Et donc ça a été un de mes projets chouchous là, sur lequel je me suis beaucoup battue, qui est Génération sans carré, qui démarre cette année. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que jusqu'à ses 25 ans, on ait réussi à préserver son capital dentaire, parce que après, ça change, on change sa vie, quoi. D'accord. Mais si on a fait n'importe quoi entre ses 3 ans et ses 25 ans en termes de brossage de dents, de sucreries, etc., ensuite on a un capital dentaire qui est durablement atteint. D'accord. Altéré, ouais. Voilà. Ok. Et pourquoi est-ce que je te racontais ça ? Parce qu'au Danemark, en fait, ils ont instauré un système un peu de qu'on pourrait appeler pollueur-payeur, mais grosso modo de responsabilisation financière des patients, en disant, en fait, si vous ne faites pas votre rendez-vous annuel, et si jamais plus tard vous avez besoin de soins lourds, prothétiques, on vous les remboursera pas. D'accord. Et donc au Danemark, les gens sont super stressés et ils vont ils font tous leur rendez-vous annuel. Nous, en France, c'est pas du tout le parti qu'on a pris. Du coup, pourquoi tu dis que vous avez rétro-pédalé ? Parce que non, on s'est posé la question. J'ai envie de dire, c'est pas méchant de stresser les gens sur le fait d'avoir un rendez-vous dans l'année. Non, mais en fait, on a aussi une réalité qui est qu'il n'y a pas suffisamment de dentistes en France et qu'il n'y a pas des dentistes partout et que c'est pas facile pour les gens de trouver un dentiste. Et donc, la responsabilité, elle est quand même partagée entre les gens et nous. Et donc, après, ça peut être les 2 ans. Enfin, il y a plein de manières. Et donc, on va en tout cas démarrer sur un système qui est très incitatif. Donc, d'accord. Après, toute chose peut. Enfin, c'est le début je pense, de l'éducation déjà bucco-dentaire en France. Donc exactement. Donc, en tout cas, l'éducation à la santé, on y croit beaucoup. C'est pas qu'on s'attend tous, c'est que chacun doit faire sa part. Et donc, nous, on participe beaucoup sur ce truc, mais notamment, par exemple, sur la santé bucco-dentaire. En revanche, nous, il y a un sujet sur la prévention sur laquelle, nous, assurance maladie, on a un énorme effet de levier et on peut vraiment être transformant et impactant. C'est la prévention secondaire. C'est-à-dire le dépistage et le diagnostic. Et je rajoute la vaccination qui, normalement, est rangée à la prévention primaire, mais en fait, c'est de la prévention médicalisée. Et donc, moi, mon job, ça a été de dire notamment, en fait, sur la prévention, c'est là-dessus que nous, on a une valeur ajoutée très forte. Pourquoi ? Parce qu'on a les données de santé. Donc, on sait qui sont les gens qui ont été dépistés et qui n'ont pas été dépistés. Et donc, on peut aller les voir pour leur dire de se dépister. Par ailleurs, on sait parler avec les professionnels de santé, on négocie avec les professionnels de santé. D'accord. Et donc, on a en fait tout le système qui nous permet
de faire en sorte que les dépistages et les diagnostics précoces ils soient mieux faits. Ouais. On l'a mis en place pendant le Covid sur la vaccination Covid. La vaccination Covid, c'était des invitations à la vaccination, des campagnes, etc. Et puis après, c'était les personnes non vaccinées, on les appelait. Et puis celles qui n'arrivaient pas à trouver de rendez-vous, on leur trouvait un rendez-vous. Les personnes qui n'arrivaient pas à trouver de rendez-vous et qui n'arrivaient pas à se déplacer, on allait les chercher, etc. Donc, c'est tout un dispositif, une organisation. Et ça, c'est hyper important parce que, je veux dire, le dépistage précoce, c'est clé. Le dépistage précoce des pathologies chroniques, le dépistage précoce des cancers, le dépistage précoce des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Tout ça, si on arrive à mettre ça en place, et honnêtement, on n'est pas très fort en France là-dessus. Et ça, l'assurance maladie, mais je pense qu'elle peut changer la donne. Donc moi, mon boulot, ça a été de dire, en fait, on va se concentrer là-dessus parce que le ROI de l'assurance maladie, en matière de prévention, c'est là-dessus qu'on peut vraiment changer la donne. Et donc, aujourd'hui, en fonction sur les 3 dépistages organisés du cancer, on est entre 30 et 56% de taux de dépistage. Moi, mon objectif, c'est qu'en 2027, on ait atteint 70%. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit moins bon que les autres pays européens et qu'on n'atteigne pas l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. Et là aussi, c'est de se dire, en fait, si tu n'as pas fait ton rendez-vous annuel à, je sais pas, 50 ans... je ne vais pas pénaliser les gens. Enfin, en tout cas, pour l'instant, moi, j'en suis pas là. C'est déjà de dire, en fait, il faut qu'on invite les gens. Mais en fait, inviter les gens, c'est pas juste leur envoyer un courrier. Et ça, dans le privé, on sait ça très bien. Ça s'appelle le marketing. Et nous, on appelle ça du marketing social. Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est bien d'inviter les gens, mais en fait, comment est-ce qu'on les convainc? Comment est-ce qu'on leur rappelle? D'accord. Vous prenez ce rôle de convaincre les gens de faire attention. Alors, de leur trouver des rendez-vous. On a élargi maintenant, pour le dépistage du cancer colorectal, vous pouvez aller chez votre pharmacien. C'était pas possible il y a 2 ans. Il y a énormément de choses qui ont évolué. Et l'assurance maladie, elle a repris le pilotage des invitations et des relances des dépistages organisés du cancer, parce que moi, je suis convaincue que ça fait 10 ans qu'on est au même niveau, au même mauvais niveau, j'allais dire, en termes de c'était pas une priorité, dépistage. Et donc, et ça, je pense qu'on peut y arriver. Pareil pour la vaccination, pareil sur les examens obligatoires de l'enfant, enfin tout ce qui relève du dépistage et du diagnostic précoce. Ça, on peut vraiment changer la donne. Il n'y a pas de notion de responsabilisation, de se dire, en fait, tout le monde doit mettre un peu la main à la pâte, parce qu'en fait, on peut pas faire peser tout sur une personne, quoi. En fait, c'est une responsabilisation des autorités publiques, une responsabilisation des professionnels de santé. Nous, on va les rémunérer aussi sur leur capacité à convaincre leurs patients de se faire dépister, à se vacciner, à réaliser les examens obligatoires. Et puis ensuite, on va responsabiliser les gens au sens où déjà, on va les informer, quoi. On va les informer, on va leur dire c'est hyper important, etc. Est-ce que la responsabilité, elle passe par une responsabilité financière? C'est peut-être un sujet qu'on se posera, mais aujourd'hui, je veux dire, une personne qui veut pas... une personne qui... qui n'estime que c'est pas prioritaire, qu'il fait pas tout de suite, un enfant qui a pas fait son examen obligatoire, la question c'est de savoir pourquoi. Et en fait, pourquoi? C'est parce que les parents savaient pas, parce que compliqué de trouver un pédiatre ou un médecin généraliste, parce que peut-être pas notion de l'importance de des soins santé bucco-dentaire sur l'importance de sa santé générale plus tard. Donc il faut aussi que ça fait partie des messages. Il faut que les gens ils prennent conscience que en fait leur santé. Ils doivent être acteurs de leur santé. Et ça, on a plein de trucs à faire. Il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'il y a une super mauvaise éducation en santé. Globalement. De base, quoi. Exactement. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il y a plein d'initiatives hyper intéressantes, à la fois associatives, dans des startups, etc., pour que les gens prennent en main leur santé. Et mon espace santé, il est aussi fait pour ça. C'est-à-dire que c'est votre carnet de santé qui est numérique, mais aussi qui contient plein de choses pour vous mobiliser, quoi, pour vous dire, en fait, voilà, est-ce que vous avez pensé à tel rendez-vous? Est-ce que vous savez que vous êtes en âge 2? Et donc, voilà. Et par ailleurs, dans les applications qu'on a référencées, ou dans les choses qu'on va référencer, en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens, des médecins notamment, qui font vachement de sensibilisation et de pédagogie sur la santé publique. Claire Mounier-Veillé, la cardiologue, je sais pas si tu la suis, c'est une super influenceuse sur le cœur des femmes, sur la santé cardiovasculaire des femmes. Elle fait un boulot hyper important avec le cœur des femmes, avec le bus du cœur des femmes et dans son discours sur le cœur des femmes. Et je pense qu'elle sensibilise énormément de gens. Et en fait, elle dit des trucs hyper simples,
mais qui sont hyper percutants. Elle dit, une femme, quand elle fait un malaise dans la rue, en fait, Personne ne va la toucher. personne ne veut la toucher, on n'ose pas lui faire un massage. Et ben, en fait, il faut le faire, quoi. Et un AVC chez la femme, en fait, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes symptômes que chez l'homme. Donc voici les symptômes de l'AVC chez la femme. Et ça. Et donc c'est des choses que vous faites, travailler par exemple avec des médecins comme ça aussi. Donc ça, on a beaucoup développé ça, les partenariats avec d'influence en fait qualifiée, quoi. Exactement. Okay. Et ça, c'est clé parce qu'en fait, l'assurance maladie. Les gens écoutent, les gens font confiance à l'assurance maladie, mais c'est encore mieux déjà quand c'est un acteur de proximité, quand c'est votre pharmacien, votre médecin traitant, l'infirmier qui vient à votre domicile. Okay. Et par ailleurs, quand c'est des professionnels de santé qui ont une aura, une influence, à qui on fait confiance, enfin des paroles scientifiques, quoi. Ouais. Et donc, on mise beaucoup aussi sur effectivement cette communication interposée. En valorisant et en soutenant tous ces gens qui portent des messages qui vont dans le bon sens, quoi. Ouais. Et puis, du coup, dans PharmaMind, j'ai aussi eu des médecins comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a, ils expliquent aussi qu'ils ont récemment découvert des choses qu'ils ne faisaient pas attention. Par exemple, je pense la santé cardiovasculaire des femmes, autant de différences, c'est des choses qui sont super récentes. C'est des choses qui datent d'il y a 5 ans pour eux. Donc, c'est aussi... Exactement. C'est aussi, ils sont pleinement engagés sur ça, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de la promotion de la santé, sur le fait de faire attention à sa santé, sur l'activité physique, etc. Mais c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui une appropriation par des gens qui sont très bien informés et qui s'informent. Ouais. Et le très grand l'assurance maladie, notre mission, c'est l'égal accès à la santé de tous. Ouais. Et donc, c'est comment aussi on va chercher et convaincre des gens qui sont plus éloignés du système de santé, des gens qui ne parlent pas forcément français, des gens qui n'ont pas forcément accès aux informations qui sont sur les bons réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est aussi notre rôle, mais pas que nous, tous les acteurs publics, avec ce qu'on appelle, avec un truc qui est fondamental, la délégation de services publics. C'est-à-dire qu'on s'appuie, nous, énormément sur des associations pour aller faire de la prévention au dernier kilomètre. C'est-à-dire que la prévention au dernier kilomètre, quand vous allez voir des populations migrantes, voir des populations en très grande précarité, etc., l'assurance maladie, c'est pas la mieux placée, en fait, pour parler à ces populations-là. Et donc, elle passe par des associations qui savent mieux passer les messages, qui savent... Et donc, c'est une sorte de coalition d'acteurs qui nous permet aussi de faire en sorte que la santé publique, ce soit l'affaire de tous, quoi. D'accord, ouais. Merci déjà de les valoriser. Et ça me fait penser au sujet, tu sais, de la reconnaissance en fait, des professions médicales aussi, ou des professions de soins, plus largement, qui, du coup, je comprends que vous travaillez aussi avec eux pour les remettre un peu en responsabilité, mais aussi de les reconnaître, en fait, de reconnaître leur rôle. Et comment tu vois ce sujet, comment tu regardes ce sujet, de se dire que c'est des professions qui sont de moins en moins attractives, et que ce soit au jour le jour ou même dans les carrières, dans le temps. Alors, moi, je me bagarre beaucoup là-dessus. Elles sont pas de moins en moins attractives. Je pense que il y a plein de gens qui ont envie de s'engager dans les métiers du soin, dans les métiers de la santé, etc. Après, c'est clair que c'est des boulots qui sont hyper difficiles, qui sont hyper fatigants, où il y a une vraie pénibilité qui est insuffisamment reconnue, et que par ailleurs, à partir du moment où vous devenez professionnel de santé, vous rentrez dans un système de santé. Et en fait, le système de santé, c'est un système qui a les moyens qu'il a, et donc forcément, il y a aussi des contraintes qui viennent avec cet exercice. Mais nous, assurance maladie, alors on s'occupe plus prioritairement des professionnels libéraux, des professionnels de ville, mais notre job, un de nos jobs, c'est de valoriser, de rendre plus attractifs ces professionnels-là, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi sur leurs compétences. Et donc, on est le meilleur syndicat de tous ces professionnels. Et donc, moi, ça, j'y tiens énormément. C'est-à-dire que quand on parle, j'en sais rien, moi, au moment des canicules, l'été, on pense beaucoup aux soignants dans les établissements de santé, et heureusement qu'ils sont là, et je les remercie évidemment, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les infirmières et les infirmiers libéraux qui sont dans leur voiture, qui vont à domicile, qui vont réhydrater les personnes âgées, etc. Et donc tout ce travail de reconnaissance de ce travail, aussi de ces professionnels de ville, il est très important. Et donc c'est vrai qu'on a souvent un discours très hospitalo-centré dans la santé, parce que l'hôpital,
c'est un peu comment dire, un peu notre Graal, c'est le Graal du système de santé. On a de la chance en France d'avoir un hôpital et un hôpital public qui nous permet d'être soignés, y compris lorsqu'on a une maladie extrêmement grave, avec des soins de qualité et partout. Des soins de pointe, de qualité, etc. Mais pour que cette médecine d'excellence, elle fonctionne, en fait, il faut qu'on ait toute une pyramide, un système de santé pyramidal qui soit hyper efficace. Et on a ce qu'on appelle les soins de premier recours. Et donc, les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, enfin, tous ces gens-là qui font la santé du quotidien. Et en fait, et sans eux, tout le système s'écroule. Et donc, c'est hyper important de les valoriser, de bien faire connaître leur rôle. Les gens le savent. Je veux dire, ils savent que le médecin traitant, c'est important, que leur pharmacien, c'est important, mais à nous aussi de leur donner plus de compétences, qu'on a beaucoup fait ces dernières années. Le pharmacien, il a totalement changé son métier aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Mais c'est des choses qui sont aussi lentes et... honnêtement, changer totalement de métier en 5 ans, c'est pas long. Hein. Là, ça a été bien, mais après, je compare par rapport à d'autres pays qui font ça en fait depuis 20 ans. Sur les pharmaciens, on est maintenant quasiment le pays. Peut-être que vous les avez dépassés depuis, ouais. mais voilà. On est le pays d'Europe. Je pensais au Canada il y a 20 ans, ils avaient déjà beaucoup de ces missions en fait. Ouais, pour certains trucs, mais en tout cas, le pharmacien aujourd'hui en France, c'est le pharmacien qui a le plus de compétences en Europe. Donc c'est bien. Donc c'est super. Et ça a continué, ça a poursuivre. Ouais, ça a poursuivre. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur le métier de l'infirmier. Et donc, comment est-ce qu'on repense le métier d'infirmier? Comment est-ce qu'on lui donne plus de compétences dans la prise en charge de son patient? Comment est-ce qu'il est davantage autonomisé, etc. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire monter en qualité l'ensemble du système de santé, ce qui n'est pas forcément facile, hein, mais parce que évidemment, quand on donne une compétence à l'un, il y a l'autre qui dit moi aussi je la voudrais, ou alors c'était la mienne, je ne veux pas la partager, etc. Mais honnêtement, là-dessus, on a énormément progressé. Enfin, honnêtement, on fait des choses aujourd'hui. Je veux dire, une femme, quand elle a une cystite, quand elle a une infection urinaire, ça se passe maintenant, chez elle. Maintenant, elle peut aller à la pharmacie et obtenir de la phosphomycine. Je veux dire, on a toutes eu des infections urinaires, on a toutes vécu le parcours du combattant du dimanche, de devoir essayer de trouver un médecin pour avoir une ordonnance alors qu'on sait très bien le médicament. Et ça, c'est la vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. Et les urgences, moi, je suis déjà allée aux urgences pour une infection urinaire, ce qui est totalement absurde. On engorgeait des urgences pour des... Voilà, aujourd'hui, vous pouvez aller chez le pharmacien, il peut vous délivrer l'antibiotique qui va bien. Ça, c'est quand même... Donc, c'est à la fois des réformes systémiques et des choses qui ont des traductions en fait, je pense que les gens attendent des choses concrètes comme ça tous les jours parce que c'est ce qui... je pense que c'est ce qui donne la valeur en fait au système, à tout le monde. Exactement. Et c'est aussi, et puis pour le système, c'est bon parce que aux urgences, en fait, ces petites urgences-là, en fait, qui n'avaient pas vocation à aller engorger les urgences, en fait, elles sont traitées en ville, quoi. Ouais. Un sujet que tu parles de ces infirmiers libéraux. C'est le sujet du public et du privé, qui a rien à voir avec les soins qu'on peut voir, que les gens voient tous les jours. Mais c'est de se dire, est-ce que comment le public et le privé peuvent vivre ensemble et est-ce qu'ils sont irréconciliables? Est-ce qu'ils sont amenés à travailler ensemble, à mieux se comprendre? Tu parlais des applications qui sont faites par des tiers. Quel est ton sujet là-dessus? Et ça peut être très, très loin des professionnels de santé en privé ou des entreprises. Je pense au Labo Pharma aussi. En fait, dans la santé, il y a énormément d'acteurs privés différents. Il y a les acteurs privés qui remplissent une mission de service public et avec lesquels on contractualise pour qu'ils remplissent une mission de service public. Ce sont les cliniques, tous les professionnels de santé libéraux, etc. En fait, c'est des gens qui remplissent un service public d'une certaine manière, pour le compte des pouvoirs publics. Un médecin généraliste traitant, il n'est pas salarié, c'est un travailleur indépendant, mais il a contractualisé avec l'assurance maladie, il a signé une convention, il est conventionné, ce qui fait qu'en échange du remboursement de ses consultations pour son patient, il respecte un certain nombre d'engagements pour l'assurance maladie. Donc ça, c'est tout un système privé qui est un système privé qui a
une mission de service public et donc qui contractualise avec le public pour pouvoir remplir cette mission. Voilà. Donc pour moi, il n'y a absolument pas d'antagonisme, il y a une complémentarité très forte. Et en France, on a la chance d'avoir un système qui est à la fois libéral et salarié, d'avoir à la fois des cliniques privées et des hôpitaux publics. C'est une force parce que c'est des acteurs qui sont complémentaires, qui apportent pas la même chose. Et on a absolument besoin, pour moi, c'est vraiment une des très grandes forces du système de santé français, c'est d'avoir cette pluralité d'acteurs. Et donc, nous, Assurance Maladie, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs, et on en oublie souvent, qui sont des acteurs associatifs, que tous ces acteurs ils puissent vivre en harmonie de manière complémentaire. Et honnêtement, ça se passe relativement bien. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, il y a les laboratoires pharmaceutiques, ça c'est 100% privé. Donc ça, c'est... et puis, au-delà des laboratoires pharmaceutiques, tout ce qui est tout ce qu'on appelle chez nous les industriels. Donc les industriels de santé, là, c'est encore autre chose. Les industriels, c'est eux qui fournissent tout le matériel du système de santé, tous les produits de santé, voilà. Donc ça, c'est une relation qui est une relation de négociation où effectivement on a... alors c'est moins l'assurance maladie qui s'en occupe que le ministère de la Santé, mais la question c'est comment est-ce qu'on encourage l'innovation, comment on fait en sorte que les Français bénéficient très rapidement des innovations. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, la France est le 2e pays européen en termes d'accès à l'innovation. On a très rapidement accès à l'innovation en France. Quand vous avez un labo qui sort un médicament anticancéreux, on est juste après l'Allemagne, le 2e pays qui permet à ses patients d'y avoir accès. Donc on a un pays hyper efficace là-dessus. Mais derrière, c'est un équilibre sur de négociation de prix. Et là, c'est un message aussi que j'adresse aux labos qui sont évidemment clés pour l'innovation et l'amélioration de la santé des Français, qui savent qu'on a un enjeu de souveraineté et donc avec qui on a de toute façon besoin de travailler dans la réindustrialisation de notre pays et la souveraineté du pays sur un certain nombre de molécules essentielles. Mais il faut aussi se dire, et c'est un vrai point d'alerte, c'est que on a aujourd'hui des démocraties libérales et sociales qui sont fragilisées. On a des systèmes d'assurance maladie publique qui sont fragilisés. Et donc, il faut faire attention sur les politiques de prix. Attention, parce qu'à un moment donné, l'assurance maladie, elle n'arrivera plus à payer certaines molécules qui, objectivement, sont trop onéreuses et qui sont mises sur le marché de manière trop chère. Et donc, moi, je pense quand même que la question du prix du médicament, elle doit à un moment donné être reposée, quitte à rééquilibrer entre les molécules très innovantes qu'on paye très cher et les molécules dont le brevet est tombé qu'on paye très peu cher, ce qui fait qu'on a des ruptures, notamment sur l'amoxicilline, etc. Et donc, de voir si à un moment donné, on ne peut pas rééquilibrer. Et puis... mais est-ce que juste là-dessus, c'est une discussion, parce que après, forcément, en parlant d'antagonisme, là aussi, des laboratoires, c'est des groupes internationaux qui, du coup, voient le monde comme des priorités. Et du coup, si la France n'est pas attractive, la France on va pas proposer une innovation en France. C'est des choses qui commencent à arriver aussi. Enfin, même pas que la France, l'Europe. Je pense que la discussion peut rester quand même ouverte parce que tout le monde comprend qu'il y a des difficultés, tout le monde comprend qu'il faut être fair aussi sur si un produit marche pas, ça sert à rien de le payer, ou je caricature, mais... je connais pas de médicament qui soit pas accessible en France, que la France n'est pas rendu accessible pour des raisons de prix. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a des produits qui ne seront pas en Europe parce que, même s'ils peuvent sauver des vies, même si c'est chez des enfants, parce qu'il y a parfois des niveaux de prix qui sont trop bas. Mais au-delà de... je veux pas vraiment aller dans le débat, c'est pas le sujet, c'est se dire, en fait, est-ce qu'il y a moyen de construire un système de discussion, de négociation qui soit constructif, en fait, pour que ça reste attractif. Parce que je veux dire, même si les laboratoires sont des groupes internationaux, tout le monde a intérêt à ce que les médicaments soient en France et tout le monde a intérêt à ce que le système de santé soit performant. Donc l'idée, c'est de trouver la manière de le faire. Et je parle de la France, mais il y a plein d'autres pays dans le monde qui sont comme ça. Et avec ce type de problématique, c'est juste que je pense que c'est un niveau un peu supérieur de. En tout cas, c'est un sujet qui est hyper connu en France, hyper traité. Et en fait, vous avez pour aller un tout petit peu dans le détail, le CEPS, qui est le Comité économique des produits de santé. Il a une double tutelle qui est Bercy, l'économie et la santé. Et donc, en fait, de manière consubstantielle,
il partage les deux objectifs, l'objectif économique, économique au sens plutôt emploi, industrialisation, Souveraineté. etc. Et la partie santé qui elle est plus sur l'accès à l'innovation et sur le fait d'avoir des prix raisonnables. Et donc on a bien toutes ces composantes qui sont prises en compte. Et honnêtement, on a publié énormément de choses là-dessus. La France, c'est un des pays dans lequel après, il y a des procédures qui se mettent en place aussi qui permettent justement de faciliter ça. Il n'y a pas un pays où vous avez un meilleur accès aux médicaments qu'en France. Mais c'est pas, c'est dans un système sous tension. Et il y a pas de place, de système à la fois stable et attractif pour établir une innovation en fait. Ce que je veux dire, c'est il faut qu'on arrive à réfléchir à une manière d'avoir de l'innovation sans ruiner les démocraties. Mais je pense que c'est exactement ça. Je pense que les deux parties sont conscients qu'on veut amener ces innovations en France. Exactement. La manière, c'est de dire, ok, il faut trouver une manière intelligente de le faire. J'entends pas tous les jours, mais très souvent des patrons de laboratoire expliquer qui proposent des choses intéressantes, qui proposent des choses innovantes pour justement des manières de réguler, des choses qui sont parfois reprises dans d'autres pays après. Face à ces tensions, c'est quand même un risque que ça arrive aujourd'hui, qu'il y a des labos qui n'ouvrent pas la France. Mais après, je pense que c'est une histoire de climat et aussi d'envie de. Non, mais en tout cas, pour rassurer, je pense qu'il y a un cadre en France de négociation avec l'industrie pharmaceutique qui est quand même super bien établi. Il y a des accords cadres, etc. Donc, évidemment, les intérêts sont parfois antagonistes. Donc, mais cet espace de discussion, il existe. Et là, je pense que c'est le bon moment. Parce qu'en fait, on a des problématiques hyper nouvelles, des problématiques écologiques, des problématiques de souveraineté européenne, des problématiques qui sont liées à l'arrivée sur le marché d'innovations très importantes, etc. C'est le bon moment de se reposer, pouvoir public et industrie pharmaceutique autour de la table pour se dire, OK, on réinvente quelque chose ensemble, on refait un imaginaire parce que en fait, le game a changé. Quoi. Exactement. Et dans un contexte où l'assurance maladie va quand même pas très bien d'un point de vue financier. Quoi. Ouais. Ok. Merci Marguerite. J'aimerais juste pour terminer parler un petit peu de toi. Donc du coup, tu fais ça depuis une dizaine d'années. Tu es dans le service public. Là, tu es dans la santé. C'est des choses qui, je pense, qui t'animent. Quel est l'héritage que tu aimerais en fait laisser? La trace que tu. Alors l'héritage, c'est un peu. C'est un peu lourd. Un peu lourd. Non, mais il y a un sujet qui est vraiment le cœur du cœur de ce pourquoi j'adore la santé, pourquoi je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est la santé de l'enfant. Sachant que la santé de l'enfant, en fait, c'est grosso modo tout l'environnement de l'enfant, puisque c'est sa santé psychologique, sa santé physique, c'est son environnement, etc. Parce que on sait aujourd'hui que vous avez le développement de l'enfant. Il y a une phase de développement de l'enfant, notamment sur les premières années, où en fait votre cerveau, il y a une forme de plasticité du cerveau qui fait que le neurodéveloppement, il se joue dans les premières années et que l'investissement dans la santé des très jeunes enfants, il est majeur pour la suite. D'accord. Et ça, c'est un sujet qu'on a insuffisamment investi. On a le premier institut, IHU du cerveau de l'enfant qui vient de naître, et ça c'est une excellente nouvelle. Et je pense que collectivement, la santé de l'enfant... Pensez à la génération d'après, ouais. Okay. Ouais. Et de comment on éveille un bébé, comment on le nourrit, c'est quoi la manière d'interagir avec un enfant, c'est quoi les signaux d'alerte pour les parents qui font que, attention, il y a peut-être quelque chose en termes d'apprentissage qui montre que il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et donc mais qui peut être corrigé. Et en fait, on s'est rendu compte sur le neurodéveloppement que en fait, on se retrouve avec des enfants qui sont en échec scolaire à 8 ans, à 10 ans, qui savent pas bien lire, qui savent pas écrire. Et en fait, ça, c'est pas parce que c'est des mauvais élèves, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui s'appelle la dyslexie ou la dyscalculie, etc. Ça s'appelle un trouble du neurodéveloppement. C'est-à-dire que c'est juste quelque chose qui s'est formé un peu différemment dans votre cerveau. Et en fait, si on le détecte très tôt, en fait, on peut le corriger.
D'accord. Et plus on le détecte tôt, plus on peut le corriger. Et c'est vrai pour des troubles qui sont légers comme la dyslexie, jusqu'à des troubles très graves sur l'autisme. Mais en fait, quand vous avez... En fait, chacun a un cerveau qui se développe de manière spécifique. Mais c'est vrai que quand vous avez des atypies dans le développement du cerveau, plus vous intervenez tôt, plus vous pouvez changer la donne. Et ça... Moi, le jour où j'ai découvert ça avec les médecins avec qui j'ai travaillé, je me suis dit, mais en fait, si on travaille vraiment là-dessus, on peut changer la vie des gens. On a 15% des enfants qui naissent avec un trouble du neurodéveloppement. On peut changer leur vie. Et c'est vrai à la fois sur les troubles du neurodéveloppement, mais aussi sur la promotion de la santé, l'apprentissage de la santé, sur l'intelligence émotionnelle, sur la réduction des inégalités sociales de santé, sur la nutrition, sur énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui jouent les premières années. Et donc, il faut qu'on investisse collectivement dans la santé de l'enfant. C'est super important. D'accord. Toi, tu as des enfants ? Ouais, c'est un petit garçon. T'as un petit garçon ? Ouais. Tu veux me parler rapidement, parce que je sais c'est aussi un sujet qui a rien à voir, mais je te parle d'héritage, à ta vie perso, mais c'est aussi une question qu'on me dit, qu'on me pose souvent, qu'on me dit, comment on gère une carrière et un petit enfant. Est-ce que c'est faisable ? Parce que je veux dire, c'est une inspiration ce que tu donnes d'avoir des responsabilités comme ça avec un petit. Ouais, après en étant maman. Pour être hyper honnête, moi, j'ai pas l'impression de m'en sortir hyper bien. Déjà, pour rassurer tout le monde. Non, mais je travaille beaucoup. J'ai un petit garçon et par ailleurs 2 belles filles. Et donc, c'est un peu comme... on a toujours un peu l'impression de faire tout mal. Et c'est vrai que le truc sur lequel on rogne, c'est un peu sa vie à soi, quoi. Dans le sens... sa vie amicale, affective, ses activités perso, voilà. Et donc, trouver le bon équilibre, honnêtement, moi, j'ai pas... T'as pas envie de donner de leçons. Ouais, enfin, j'ai pas donné de leçons parce que surtout, j'ai pas encore trouvé le bon équilibre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis des règles assez strictes. Enfin, je me suis imposé des règles assez strictes au travail, notamment sur... mais ça, c'est pour moi des règles de management hyper importantes. C'est qu'il faut s'entourer de gens très, très forts. Et il faut savoir déléguer et il ne faut pas être contrôle fric. Enfin, ça, je pense qu'à un moment donné, quand on est directeur, il faut avoir des gens en qui on a confiance autour de soi, sinon on meurt. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et donc, être un bon directeur ou être une bonne directrice, c'est s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi et qui vont faire mieux que soi le travail et qui fait que, en fait, votre intervention à vous, ça reste une intervention qui reste, j'allais dire, subsidiaire, qui est la petite idée à un moment, l'encouragement, le coup de main, etc. Mais que, en fait, le système arrive pratiquement à fonctionner sans vous parce que vous êtes allé repérer et chercher les meilleurs talents que vous pouviez les trouver. Et ça, moi, ça m'a sauvé la vie. Je veux dire, à l'assurance maladie, je ne survivrais pas aujourd'hui si j'avais pas les autour de moi, les directeurs, les chefs de département que j'ai, et si j'avais pas un système de fonctionnement qui faisait qu'ils ont une autonomie quasiment totale sur leur périmètre respectif. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour cette Merci beaucoup leçon de leadership. Micro-leçon de leadership en même temps qu'un héritage à laisser. Mais du coup, on comprend que... Enfin, ce que j'interprète, c'est qu'il y a vraiment aussi une notion de modèle, de se montrer, ok, tu montres aussi l'exemple à un petit garçon et il y a une histoire de... Ouais, en tout cas, j'ai la santé de l'enfant, j'en ai beaucoup parlé à l'assurance maladie. On a lancé plein de programmes, on a parlé de génération sans carie, on a des choses sur les troubles du neurodéveloppement, on a des choses, plein de programmes sur les dépistages précoces des troubles de l'apprentissage. Et ça... je partirai un jour de l'assurance maladie et je voudrais vraiment que ces programmes, ils arrivent à leur terme, c'est-à-dire qu'on ait 100% des enfants en France qui sont dépistés des troubles du langage, des troubles de l'apprentissage, des troubles de la vision, des troubles auditifs, des troubles en matière de santé mentale, des troubles du neurodéveloppement. Et donc ça, c'est possible. Je veux dire, on sait le faire, on saurait le faire. Et donc, il faut que l'assurance maladie aille au bout de cet objectif. Et donc, voilà, j'espère qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Marguerite. Merci pour cette perspective, pour cette invitation. Tous ces échanges. Si les gens ont des questions sur l'assurance maladie, où est-ce que tu veux les rediriger ?
Oui, par ailleurs, c'est un point super important. Il faut savoir que l'assurance maladie, c'est un service public et donc vous pouvez nous contacter, quoi. On n'est pas des gens froids à qui on C'est est... pas juste le numéro, on met son C'est code pas postal et... c'est pas le numéro assurance maladie, etc. Il y a des gens, j'ai publié mon organigramme sur LinkedIn. Donc ces gens, ils ont un nom, vous pouvez les contacter. Alors ils peuvent pas, voilà, mais je veux dire, c'est aussi leur mission que d'être à l'écoute des professionnels de santé, des entreprises, des associations qui proposent des choses. Parce que nous, on est bons si les acteurs du système de santé font des choses intelligentes. Et donc, on est hyper à l'écoute des innovations qui peuvent être proposées. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter, à les contacter. On est à votre disposition puisqu'on est le service public. Merci. Voilà. À bientôt. À très bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.